Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel HCSF 14. Alors avant de commencer l'épisode, je vais vous rappeler que vous pouvez vous abonner et évidemment nous rejoindre sur Facebook. Je vous le dis avant de commencer, comme ça au moins vous oubliez pas. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour un historien sans frontières à l'ancienne. Et il faut dire que j'étais pas mal occupé ces derniers temps, et puis on a mis quelques vidéos détente sur la chaîne, comme vous avez pu le voir, la visite de Tours, ou bien on a parlé de la série Mad Men, enfin voilà, des trucs un peu plus détentes. Mais quoi qu'il en soit, on est de retour pour un historien sans frontières, et le sujet de cette nouvelle vidéo, il est simple, c'est l'époque dite du Sengoku Jidai, durant l'époque médiévale du Japon. C'est une époque qui s'étend d'environ 1477 jusque 1570, c'est en gros c'est un petit siècle de l'époque médiévale japonaise, et c'est l'époque dite des provinces en guerre. Sengoku Jidai, ça veut dire province en guerre. Le Japon vit une époque d'anarchie totale où tout est possible et où toutes les anciennes structures sont renversées. Bienvenue dans l'époque du Sengoku Jidai. Cette époque est désignée sous le nom de Sengoku Jidai, les provinces en guerre, et ceci en fait fait référence à l'époque de l'Antiquité chinoise, appelée l'époque des royaumes combattants. Alors durant ces deux périodes de l'histoire asiatique, il va y avoir une anarchie totale, soit en Chine, soit au Japon. Néanmoins, au Japon, ce ne sont pas des royaumes qui s'affrontent, mais bien des provinces, des régions, des clans, et les fameux daimyo, l'équivalent de nos ducs occidentaux. Et donc les daimyo, ce sont les ducs japonais. Alors donc, tout commence en 1467, et non pas en 1477 comme j'ai dit, par la guerre d'Onin. La guerre d'Onin, c'est un conflit de succession dans la famille du shogun. Le shogun, c'est en quelque sorte le premier ministre du Japon, tandis que l'empereur effectue surtout une magistrature morale. Le shogun, c'est lui le vrai chef du Japon, et donc, à cette époque, en 1467, sa succession pose problème. Alors donc, la guerre d'Onin, en fait, ce sont des shugo, ce sont des grands princes japonais qui contestent le descendant que le shogun Ashikaga avait choisi. Le conflit commence à dégénérer, bientôt la capitale Kyoto est mise à feu et à sang, et bientôt c'est tout le reste du pays qui commence à éclater complètement. L'autorité shogunale, elle est complètement renversée, les troupes du shogun n'arrivent plus à faire respecter la loi dans les villes, et bientôt ce sont toutes les familles de daimyo qui commencent à s'entretuer pour prendre le pouvoir dans les clans, donc dans chaque petite ville, ou bien dans les provinces, et puis d'un coup les ducs commencent à attaquer leurs voisins. Enfin bref, la décentralisation du pouvoir est totale et il n'y a plus aucune autorité qui vaille. Au centre du pays, et à Kyoto, qui est donc la capitale de l'époque, ce sont les roturiers qui vont progressivement s'organiser pour assurer leur sécurité que les grands seigneurs n'arrivent plus à assurer, tandis que dans le reste du pays, donc c'est la guerre totale, c'est le monde à l'envers, c'est le Geku Kojo, l'humble peut vaincre le puissant, tout devient possible plus que jamais. Cette période des provinces en guerre est en fait la période pré-moderne de l'histoire du Japon, la période moderne étant l'ère Meiji, avec la fin des samouraïs, donc comme repris dans le fameux film de Tom Cruise. Alors, il faut savoir que dans le film de Tom Cruise, c'est un Américain qui vient aider les derniers samouraïs à s'organiser, mais historiquement c'était un Français, c'était un certain Jules Brunet, qui était d'ailleurs au service de Napoléon III, et qui donc était tombé un peu amoureux du Japon, et s'était retrouvé à combattre avec les derniers samouraïs. Enfin donc, cette période du Sengoku Jidai, c'est en fait le Moyen-Âge tardif du Japon. Ça, il faut bien s'en rendre compte. À la même époque, en Europe, c'est l'époque de François Ier. Et donc, c'est les guerres en Italie et tout ça. Donc, vous voyez, c'est deux époques à nouveau de morcellement très fort des structures. Parce qu'on peut voir qu'en Italie, il y a toutes les petites principautés, vous savez, tous les petits comtes et tous les princes, Venise, Florence, les Lucs, enfin tout le monde qui s'entretuent. Et on peut voir qu'au Japon, c'est un peu la même chose. Sauf que la différence est que si le Japon n'a pas été envahi durant cette période comme l'Italie a pu l'être, c'est parce que le Japon était une île, et donc plus difficile à envahir. Les Coréens ou bien les Chinois n'ont pas envahi le Japon à cette époque. Dans les villes et communautés urbaines,
progressivement, les gens vont s'organiser. Ils vont s'organiser autour de la secte Ikko, qui est une secte bouddhique, et ils vont former ce qu'on appelle les ligues Ikko-Ikki, comme on les retrouve dans le jeu Shogun 2 d'ailleurs. Alors ces ligues Ikko-Ikki vont être formées avec les paysans, les roturiers, et également une nouvelle classe de samouraïs qui vient d'apparaître, ce sont les Ji-samouraïs. Et les Ji-samouraïs, en gros, ce sont des paysans qui sont enrichis, parce que c'est une époque aussi de boom économique. Donc à cette époque-là, il y a eu toute une frange de la paysanat qui s'est enrichie, et donc qui a pu s'équiper en armes, et ce sont les Ji-samouraïs qui vont s'allier avec les roturiers et les paysans pour se défendre contre l'autorité des ducs, contre l'autorité des daimyos, et c'est ainsi qu'il va y avoir de nombreux combats entre la secte Ikko et l'autorité incarnée par les daimyos. Certaines villes côtières vont carrément s'indépendantiser et s'autogérer. Nagasaki, qui est un port important, va être même donné aux Portugais. Vous voyez, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Sinon, le thème du samouraï, vous savez, le Bushido, comme ça va bientôt être appelé, reste toujours à la mode, de même que l'usage massif des archers. Également, durant cette période, on va avoir une augmentation de la taille des armées. Ainsi, pendant la guerre d'Onin, il va y avoir des armées jusqu'à 80 000 hommes, ce qui est au moins 5-6 fois supérieur aux armées qu'on avait en Europe à la même époque. Vous voyez, donc pendant la guerre d'Onin, il y a des conflits à un moment autour de Kyoto. Donc il y a des armées de 80 000 hommes. L'armée de François Ier, quand il envahit l'Italie, ça dépasse pas 30 000 hommes, quoi. Vous voyez, cette effusion guerrière du Sengoku Jidai qui va provoquer finalement une certaine démesure dans un peu tous les domaines, d'ailleurs, que ce soit artistique, militaire, économique. Vous voyez, c'est vraiment une époque de profusion au Japon. En 1543, donc en plein Sengoku Jidai, il va également y avoir l'apparition des fameuses arquebuses qui vont être amenées par un bateau portugais qui s'était échoué à Kyushu, qui est l'île du sud du Japon. Et donc progressivement, environ 10 ans, tout le monde va être un peu équipé d'arquebuses au Japon. Néanmoins, on a longtemps pensé que ça avait été vraiment une arme décisive dans la réunification du Japon, mais je vais vous expliquer plus tard qu'en fait non, ça n'a pas été aussi décisif que ça. La réunification du Japon après le Sengoku Jidai aurait eu lieu même sans les armes à feu. Ensuite, donc ces armes à feu, elles vont surtout armer les ashigaru. Les ashigaru, ce sont en gros la pietai, c'est ceux qui ne sont pas des samouraïs. Ashigaru, ça veut dire pied léger. Et en gros, on a pendant très longtemps également pensé que les ashigaru étaient très dévalorisés dans la hiérarchie sociale, et pourtant c'était pas aussi simple que ça. Il faut savoir que les grands seigneurs, donc ils ont donné en priorité les arquebuses aux ashigaru car ils étaient plus nombreux que les samouraïs, et donc depuis le XIIIe siècle, en fait, il y a eu une évolution guerrière au Japon. Au XIIIe siècle, il y a eu les invasions mongoles, et donc là les Japonais se sont rendus compte qu'avoir des samouraïs ça suffisait pas. Parce que les samouraïs, vous savez, ça prend des années à se former, et donc pour avoir une grande armée de samouraïs, ça prend des dizaines d'années. Alors que former rapidement finalement des ashigaru, ça devenait très utile. Et à l'époque du Sengoku Jidai, les ashigaru représentent jusqu'à 80% des armées. Donc vous comprendrez que les généraux en chef, en fait, ils respectaient leurs soldats. Donc certes, les samouraïs méprisaient les ashigaru qui étaient plus bas dans la hiérarchie sociale, mais en fait, au niveau militaire, ils étaient aussi bien respectés. Durant cette période, il va également y avoir le retour des moines guerriers ultra épiques. Les moines guerriers, qui sont appelés les Sohei, littéralement les moines soldats, sont basés sur le mont Ihei, près de Kyoto. Alors ces moines soldats sont très connus pour leur adresse au combat, évidemment, et leur utilisation notamment du naginata, qui est dérivé de la faux du paysan. Les moines soldats sont également connus pour leur utilisation du kanabo, qui est une sorte de gourdin. En 1564, ils vont affronter à la bataille d'Azukizaka les ligues Ikko. En effet, les ligues Ikko, comme je vous l'ai expliqué, c'était une secte bouddhiste, et donc ils remettaient en cause le pouvoir des moines. Et donc les moines se sont alliés aux samouraïs pour détruire les ligues Ikko. Et donc à la bataille d'Azukizaka, ce sont les moines soldats et leurs alliés samouraïs qui vont gagner sur les moines Ikko. Comme vous l'avez compris, le Sengoku Jidai est marqué par un état de guerre permanent. Parmi tous les généraux qui se sont affrontés, il y a quelques figures qui ressortent. On pense notamment à Takeda Shingen, qui était surnommé le Tigre du Kai. Il est connu pour son opposition mythique à Uesegi Kenshin, le dragon de l'Echigo. Vous voyez, ils aimaient bien vraiment les surnoms un peu fantasmagoriques. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant, c'est que souvent,
les grands personnages japonais changeaient de nom au cours de leur vie. Et ainsi, il y a Toyotomi Hideyoshi, par exemple, je crois qu'il a changé 3 fois de nom. Vous voyez, donc ça simplifie pas la tâche des historiens non plus. Mais enfin bon, on arrive toujours à s'y retrouver quand même dans tout ce petit monde. L'opposition entre le clan de Takeda et l'opposition du clan de Uesegi va donner lieu à 5 batailles pour la maîtrise de la région stratégique de Kawanakajima entre 1553 et 1564. Takeda Shingen est également connu pour avoir construit la fameuse cavalerie Takeda qui va être détruite plus tard à Nagashino. Il va également prophétiser l'utilisation massive des teppos. Les teppos, ce sont une version japonaise de l'arquebuse qui va être un peu améliorée pour tirer un peu plus vite. En 1573, il va envahir la région de Totomi et mettre en PLS l'armée Tokugawa à la bataille de Mikitagahara. Au cours de cette bataille de Mikitagahara, il va utiliser la fameuse formation en poisson ou formation Gyorin. Ben voilà, tiens, je vais vous mettre quelques images de cette formation. Et également, au cours de cette bataille, le futur fondateur du shogunat Tokugawa, un certain Ieyasu, va s'en sortir de justesse. Pour réunifier le pays et calmer l'esprit des Japonais de l'époque, il a fallu des hommes d'exception. Le premier d'entre eux, c'est Oda Nobunaga, donc le chef du clan Oda. Il va s'employer un peu à mater tout le monde. Tout d'abord, il va mater les moines soldats, vous savez, le fameux clergé bouddhique là, qui se croit un peu au-dessus des lois. Et c'est ainsi qu'en 1571, à la tête de 30 000 hommes, il va détruire le monastère du mont Hiei près de Kyoto. Il va également mettre le siège devant un grand centre bouddhiste d'Osaka, qui ne va se rendre que vers 1580. Ensuite, il va mater les fameuses ligues Ikko, au centre du pays. C'est ainsi qu'il va mettre à feu et à sang la campagne pour leur faire passer l'envie de se révolter. Il va également réduire le shogun à l'état de véritable fantoche en lui dictant 5 règles de conduite que le shogun devait appliquer dans sa politique interne. Et donc en gros, c'est Nobunaga qui devenait un peu le boss. Le plus grand fait d'armes de Nobunaga, c'est la bataille de Nagashino contre le clan Takeda. Vous vous souvenez, Takeda, c'est celui qui avait fondé la cavalerie, qui s'est débattu 5 fois contre l'autre chef de clan. Ainsi, en 1575, la bataille de Nagashino, elle détruit la fameuse cavalerie Takeda. Alors on a souvent dit que c'était grâce aux arquebuses de Nobunaga qu'il avait réussi à mettre en PLS l'armée Takeda. Vous savez, ils auraient tiré de loin et ça aurait suffi à mettre en déroute la cavalerie Takeda. Pourtant, la bataille n'était pas aussi simple que ça. Il faut savoir qu'à la veille du combat, il avait plu, donc les arquebuses, elles étaient moins efficaces. Vous savez, surtout à l'époque, c'était très sensible à l'eau. Et donc, c'est surtout grâce à l'excellence de sa position défensive et après d'âpres combats au corps à corps que Nobunaga a emporté la décision sur les Takeda. Mais c'est pas uniquement en tirant avec des arquebuses de loin, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Et également, il faut savoir que sa position défensive était établie près d'un fleuve, ce qui faisait qu'à chaque fois la cavalerie Takeda devait traverser le fleuve, et donc ils étaient dans une très mauvaise position. Quoi qu'il en soit, après avoir obtenu cette victoire, Nobunaga, est considéré comme le premier unificateur du Japon, comme le premier pacificateur surtout du Japon. Dès 1560, à l'âge de 26 ans, il avait remporté une bataille à 1 contre 10. C'est la bataille qui est connue sous le nom d'Okeazama et donc qui a révélé ses talents de stratège. Quoi qu'il en soit, donc au fur et à mesure, vous avez compris, après 1575, c'est lui l'homme le plus puissant du Japon. Il s'installe à Kyoto tranquille et il envoie donc ses troupes se battre à l'ouest. Néanmoins, il y a un de ses généraux qui se retrouve en difficulté et qui lui demande des renforts. Alors Nobunaga, il lui envoie toutes ses troupes, sauf que une des unités qu'avait envoyé Nobunaga, au lieu de partir vers l'ouest, revient vers Kyoto. Pourquoi, à votre avis ? Je vais vous donner la solution dans la prochaine vidéo. Oui, il faut vous donner quand même une raison de la regarder. Du coup, on se retrouve pour un prochain HISF. En attendant, je vous propose de nous rejoindre sur Snapchat, ce grand H, et sur Facebook avec un grand H. On a toujours des petites publications sympas. Comme ça, vous pouvez partager un peu d'humour historique entre gens bien. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire avec la réponse pourquoi les unités envoyées par Nobunaga reviennent à Kyoto. Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire, mais pas trop de spoil quand même. Il faut regarder la prochaine vidéo, je vous dis, il va y avoir des révélations de fou. Allez, ciao.
En 1564, ils vont affronter à la bataille. En 1564, ils vont affronter à la bataille d'Azukizaka. Azukizaka. Et donc à la bataille de. Et donc à la bataille Azukizaka. Et donc